On écoute Marco Rubio déjà. Nous sommes réunis ce matin, tous membres d'une alliance historique, une alliance qui a sauvé et changé le monde. En 1963, au début de cette conférence, cela s'est fait sur un continent divisé en son sein, entre la liberté et le communisme, au cœur de l'Allemagne. Les premiers barbelés du mur de Berlin avaient été érigés un an avant. Quelques mois avant cette conférence de 1963, avant la première réunion à Munich, la crise de Cuba avait emmené le monde au bord du gouffre de la destruction nucléaire. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale était encore fraîche aux États-Unis et en Europe. Et alors que cette mémoire était fraîche, nous étions au bord d'une catastrophe globale avec un potentiel de destruction plus apocalyptique et plus définitif que tout ce que nous avions connu dans l'histoire de l'humanité. À l'époque de cette première rencontre, le communisme soviétique était en marche. Des milliers d'années de civilisation européenne étaient menacées. À cette époque, la victoire était loin d'être assurée. Mais nous étions guidés par un but commun, unis pas seulement par ce que nous affrontions, mais unis par ce pourquoi nous nous battions. Et ensemble, l'Europe, l'Amérique l'ont emporté. Un continent a été reconstruit, des peuples sont devenus prospères, l'Est et l'Ouest ont été réunis, et cette civilisation était de nouveau complète. Ce mur de la honte qui avait divisé un peuple est tombé, et l'Empire soviétique est tombé, unifiant ainsi l'Est et l'Ouest. Mais l'euphorie de ce moment a conduit à des illusions dangereuses. Nous serions entrés dans une phase de la fin de l'histoire. Chaque nation deviendrait une démocratie libérale. Les liens du commerce remplaceraient la puissance de l'État. Les règles d'un ordre international libéral remplaceraient les intérêts des États. Un ordre dans lequel tout le monde deviendrait un citoyen du monde. Cette idée était une idée folle, qui ignorait la nature humaine et qui ignorait les leçons de 5000 ans d'histoire humaine. Et cela nous a coûté beaucoup. Dans cette illusion, nous avons avancé dans le sens d'un commerce libre et non faussé au moment même où d'autres, dans le système, favorisaient et subventionnaient leurs économies, ce qui a conduit à des fermetures d'usines et à des désindustrialisations chez nous. Des millions d'emplois de la classe moyenne sont partis à l'étranger et cela a menacé nos chaînes d'approvisionnement. Nous avons de plus en plus délégué notre souveraineté à des institutions internationales, alors que d'autres, au moment même où d'autres pays investissaient dans des États-providence massifs aux dépens de leur défense. En parallèle, d'autres pays sont montés en puissance extrêmement rapidement et ont utilisé la force brute pour poursuivre leurs intérêts. Pour répondre au culte sur le réchauffement climatique, nous avons fait de nombreux sacrifices, alors que d'autres, eux, utilisaient du charbon et d'autres sources d'énergie pour favoriser leur économie et pour nous affaiblir. Et en ouvrant nos frontières, nous nous sommes ouverts à des vagues d'immigration sans précédent qui ont fragilisé notre société, qui ont fragilisé nos cultures et le futur de nos peuples mêmes. Toutes ces erreurs ont été commises, et nous les avons commises ensemble. Il est aujourd'hui l'heure, ensemble, l'heure d'avancer, de reconnaître nos erreurs et de reconstruire. Avec le président Trump, les États-Unis d'Amérique vont redevenir une puissance de restauration guidée par une vision d'une nation fière, solide et à la hauteur de notre civilisation. Et nous sommes prêts, s'il le faut, à le faire seuls. C'est notre préférence et notre espérance que de le faire ensemble, avec vous, nos amis européens. Les États-Unis et l'Europe
font partie du même ensemble. L'Amérique a été fondée il y a 250 ans. Mais les racines sont ici, sur ce continent. Elles sont plus anciennes. L'homme qui a fondé mon pays est arrivé en Amérique en apportant un héritage sacré et une foi venue d'Europe, forgeant ainsi un lien inébranlable entre l'ancien monde et le nouveau. Nous faisons partie d'une civilisation, la civilisation occidentale. Nous sommes liés par les liens les plus profonds que des nations et des peuples peuvent partager, l'histoire, la culture, la foi chrétienne, la langue, le sang et le sacrifice. Le sacrifice que nos ancêtres ont fait en commun pour la civilisation à laquelle nous appartenons et que nous avons partiellement trahi. C'est pourquoi nous, Américains, pouvons sembler un peu directs dans nos conseils, mais c'est pourquoi le président Trump demande de la réciprocité de nos amis européens. Pourquoi? Car, mes amis, votre avenir et le nôtre nous importent beaucoup. Vous nous êtes chers et nos désaccords proviennent de nos inquiétudes quant à l'Europe à laquelle nous sommes reliés, pas qu'économiquement, pas que militairement, mais également spirituellement et culturellement. Nous voulons que l'Europe soit forte. Nous pensons que l'Europe doit survivre. Car les deux grandes guerres du siècle dernier nous ont rappelé, historiquement, que nos destinées ont été et seront toujours liées. Nos destinées communes, Europe et les États-Unis. Car, mesdames et messieurs, nous savons que le destin de l'Europe ne deviendra jamais une contingence pour les États-Unis. La sécurité nationale, qui est le sujet de cette conférence, ce n'est pas qu'un ensemble de questions techniques, pas qu'une question de dépenses dans le militaire et de déploiement. Ces questions sont importantes, bien sûr, mais ces questions ne sont pas fondamentales. La question fondamentale à laquelle nous devons répondre est la suivante. Que défendrons-nous? Que défendrons-nous? Car nos armées ne se battent pas pour des idéaux abstraits. Les armées se battent pour un peuple. Les armées se battent pour une nation, pour une manière de vivre et d'habiter le monde. Et c'est ce que nous défendons. Une grande civilisation. Une grande civilisation qui a toutes les raisons d'être fière de son histoire et optimiste quant à son avenir. Et qui doit rester la maîtresse de son destin politique et économique. C'est ici, en Europe, où les idées qui ont fait gerber la liberté dans le monde sont nées. C'est ici, en Europe, que le monde qui a fondé le droit, l'université, la révolution scientifique sont nés. C'est ce continent qui a produit le génie de Mozart et de Beethoven, de Dante, Shakespeare, Michel-Ange, les Beatles et les Rolling Stones. Et c'est l'endroit où le plafond, la voûte de la chapelle Sixtine, la cathédrale de Cologne, sont des témoignages non seulement de la grandeur de notre passé, ou de la foi en un Dieu qui a inspiré cette grandeur. Toutes ces splendeurs annoncent ce qui nous attend également ensemble à l'avenir. Mais seulement, ce n'est qu'en assumant notre héritage et notre patrimoine que nous pouvons relever les défis consistant à maîtriser notre économie et notre destin politique à l'avenir. La désindustrialisation n'était pas inévitable. Cela a été un choix politique, un effort économique qui nous a retiré notre prospérité, notre capacité productive et a fragilisé notre indépendance. Et abandonner la souveraineté sur nos chaînes d'approvisionnement n'était pas inévitable. Cela a été fou et nous a rendus dépendants d'autres pour nos besoins et nous a laissés vulnérables face aux crises. L'immigration de masse n'est pas un phénomène sans conséquence. C'est une crise qui transforme
déstabilise les sociétés dans tout l'Occident. Ensemble, nous pouvons réindustrialiser nos économies, reconstruire nos capacités à défendre nos peuples. Mais le travail de cette nouvelle alliance ne doit pas se concentrer seulement sur la coopération militaire et sur la reconquête des capacités industrielles du passé. Le travail doit se concentrer sur la conquête de nouvelles frontières, en libérant notre ingéniosité, notre esprit d'entrepreneuriat pour ouvrir un nouveau siècle occidental, avec l'intelligence artificielle, avec la nouvelle industrie, avec des approvisionnements occidentaux pour les ressources critiques protégées des influences étrangères, pour conquérir ensemble des parts de marché dans le Sud global. Nous pouvons non seulement reconquérir notre autonomie économique, mais également être prospères au XXIe siècle. Nous devons pour cela contrôler nos frontières, contrôler qui rentre dans notre pays et combien de personnes. Cela n'est pas l'expression d'une xénophobie, ce n'est pas l'expression de la haine, c'est un acte fondamental de souveraineté nationale. Si nous échouons, non seulement nous abdiquons l'un des devoirs que nous avons envers nos peuples, mais c'est également une menace que nous fabriquons envers nos sociétés et vis-à-vis une menace quant à la survie de notre civilisation. Enfin, l'ordre international ne peut pas être mis devant la survie de nos peuples. Nous n'avons pas besoin de démanteler les institutions de l'ancien ordre international que nous avons construit, mais elles doivent être réformées. Les Nations Unies peuvent être un instrument du bien dans le monde, mais nous ne pouvons pas ignorer que sur les grands dossiers, il n'y a pas de réponse de la part de l'ONU. Elle n'a joué aucun rôle. Elle n'a pas pu mettre fin à la guerre à Gaza. C'est le leadership américain qui a libéré les otages de la barbarie et qui a fabriqué une trêve fragile. L'ONU n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine. C'est le leadership américain, avec l'aide de ceux qui sont dans la salle, qui a permis d'avancer dans le sens d'une paix qui se fait encore attendre. Ce n'est pas l'ONU qui a mis fin au programme nucléaire du clergé des mollahs en Iran. C'est 14 bombes de haute précision américaines. Et ce n'est pas l'ONU qui a mis fin aux menaces venant d'un État narco-terroriste au Venezuela. Il a fallu que les Américains traduisent son président en justice. Tout cela devrait être... Tout cela devrait, dans un monde parfait, être résolu par le travail diplomatique et les résolutions. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Face aux menaces, à la stabilité internationale et envers nos peuples, nous devons prendre des mesures envers ceux qui violent régulièrement l'ordre international que j'évoque. Et c'est la trajectoire sur laquelle nous vous demandons de nous rejoindre pour travailler ensemble, de nouveau. Pendant 5 siècles, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a conquis de nouveaux continents, a construit de grands empires dans le monde entier. Mais en 1945, pour la première fois depuis Christophe Colomb, l'Occident est entré en contraction. L'Europe était en ruine. La moitié de l'Europe vivait derrière le rideau de fer, à l'Est. Et l'Ouest était menacé aussi. Les grands empires coloniaux étaient en déclin, en décomposition. Décomposition favorisée par les révoltes communistes et les guérillas d'indépendance. Et à l'époque, comme aujourd'hui, beaucoup se sont dit que l'âge de la domination occidentale était terminé et que notre avenir était celui de n'être plus qu'un pâle reflet de la grandeur de notre passé. Mais ensemble, nos prédécesseurs ont reconnu que le déclin était fondamentalement un choix et que ce choix ne pouvait pas être le leur. C'est ce que nous avons déjà fait par le passé et c'est ce que le président Trump et les États-Unis souhaitent faire avec vous de nouveau.
ensemble. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit aussi. En retour, nous voulons que nos alliés puissent se défendre, afin qu'aucun adversaire ne soit tenté de tester notre détermination et notre force collective. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient pétrifiés par la honte et la repentance. Nous voulons qu'ils soient fiers de leur culture et de leur héritage. Nous voulons qu'ils comprennent que nous faisons tous partie d'une grande et noble civilisation et qu'avec nous, ils soient prêts et disposés à la défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas que nos alliés rationalisent un status quo défavorable. Nous voulons qu'ils fassent ce qu'il faut pour le rendre favorable. Les Américains n'ont pas intérêt à être les gestionnaires polis d'un déclin occidental. Nous voulons revitaliser une vieille amitié et renouveler, restaurer la plus grande civilisation de l'histoire humaine. Nous voulons une alliance revigorée qui reconnaît que nos sociétés ne peuvent pas être réparées que par des politiques. Il s'agit également de régler un malaise profond, spirituel presque. La peur de la technologie, la peur du changement climatique, tout cela doit être remplacé par un optimisme dans l'avenir. Nous n'avons qu'une seule peur. C'est la peur de la honte de ne pas réussir à construire des peuples et des pays plus forts et plus grands pour l'avenir de nos enfants. Nous devons rester maîtres des instruments qui nous permettent de maîtriser notre destin. Une alliance qui ne permet pas... Nous voulons être une alliance qui ne délègue pas sa souveraineté et qui ne délègue pas ce qui est nécessaire à sa survie à l'étranger et qui ne supporte pas de considérer que sa manière de vivre n'est qu'une manière de vivre parmi d'autres et qui demande la permission. Et surtout, nous voulons une alliance fondée sur la reconnaissance que nous, l'Occident, avons ensemble hérité de quelque chose d'unique qui nous distingue et qui est irremplaçable. Car cela, fondamentalement, est la pierre angulaire même du lien transatlantique. En agissant ensemble, nous allons non seulement restaurer une politique étrangère saine, mais également nous redonner clairement une vision de ce que nous sommes et de notre place dans le monde. Et ainsi, cela va dissuader les forces de la disparition civilisationnelle qui nous menacent, Europe et Amérique. Il est beaucoup question de la fin du lien transatlantique. Disons clairement que ce n'est pas notre but ni notre souhait. Car pour nous, Américains, nous habitons certes l'hémisphère occidental, mais nous serons à jamais les enfants de l'Europe. Notre histoire commence avec un navigateur italien dont la mission était de découvrir un nouveau monde, d'y apporter le christianisme et dont le destin était d'inspirer notre esprit de pionnier. Puis sont venus les Anglais qui nous ont apporté non seulement une langue, mais également un système politique. Notre frontière a été conquise par des Écossais, des Irlandais, David Crockett, Neil Armstrong. Le cœur des États-Unis a été construit par des artisans et des fermiers allemands qui ont transformé des plaines vides en moyens de subsistance massifs et qui ont amélioré considérablement la qualité de la bière en Amérique. Notre expansion vers l'intérieur de nos terres a suivi les chemins de vendeurs de vendeurs de fourrure et de trappeurs français. Nos rodéos, notre tradition de l'Ouest sont nés en Espagne. Et une de nos villes les plus connues s'appelait avant New Amsterdam, avant de s'appeler New York.
Lorsque mon pays a été fondé, Lorenzo et Catalina vivaient dans le royaume de Piémont-Sardaigne. J'ignore ce qu'ils savaient des 13 colonies qui venaient de gagner leur indépendance de l'Empire britannique. Mais voilà ce que je sais. Ils n'auraient jamais pu imaginer que 250 ans plus tard, l'un de leurs descendants serait présent sur ce continent et qu'il serait le diplomate en chef de cette nouvelle nation. Et c'est ce que je suis devant vous. Mon histoire personnelle me fait voir que notre histoire et notre foi seront toujours liées. Nous avons reconstruit ensemble un continent détruit suite à 2 guerres mondiales épouvantables. Et l'Occident a tendu la main aux courageux dissidents qui ont mis fin à l'Empire soviétique. Nous nous sommes disputés, réconciliés de nouveau, et nous avons saigné, et nous sommes morts sur de nombreux champs de bataille. Et je suis ici pour dire que l'Amérique ouvre la voie d'un nouveau siècle de prospérité et qu'une fois de plus, nous voulons parcourir ce chemin avec vous, nos alliés aimés et nos amis les plus anciens. Nous voulons le faire avec vous, avec une Europe fière de son héritage et de son histoire, avec une Europe qui a l'esprit de création et de liberté, qui lui a permis de conquérir les vastes mers et qui a renforcé notre civilisation, avec une Europe qui a les moyens de se défendre et la volonté de survivre. Nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli ensemble au cours du siècle écoulé. Aujourd'hui, nous devons accueillir et entrer dans les opportunités du nouveau siècle. Car les jours d'hier sont terminés et l'avenir est inévitable. Notre destin, ensemble, nous attend. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État, je ne sais pas si vous avez entendu le soupir de soulagement dans cette salle. Nous venons d'entendre ce que je considère être un message de réassurance, de partenariat. Vous avez parlé de relations intrinsèquement liées entre l'Europe et les États-Unis, et cela me rappelle une chose. Cela me rappelle les déclarations faites il y a plusieurs décennies par vos prédécesseurs, à l'époque où le débat était le suivant. L'Amérique est-elle une puissance européenne ou une puissance en Europe? Merci d'avoir donné ce message de partenariat et de réassurance. Ce n'est pas la première fois que M. Marco Rubio est présent à la conférence de Munich sur la sécurité. Vous avez déjà été présent, mais c'est la première fois qu'il est présent en tant que secrétaire d'État. Nous n'avons que quelques minutes pour prendre quelques questions, et si vous me le permettez, nous avons déjà pris ces questions. Bien. L'un des enjeux principaux, hier, aujourd'hui, est celui de la façon dont nous gérons la guerre en Ukraine. Dans les débats, les discussions des dernières 24 heures ont exprimé un sentiment, le sentiment que les Russes tentent de gagner du temps, qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à mettre fin à la guerre. On n'a pas l'impression qu'ils aient l'impression de faire des concessions quant à leurs objectifs maximalistes. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre analyse? Où est-ce qu'on en est et où est-ce que nous allons? Alors actuellement,
Bon, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les enjeux qui sont au cœur de cette guerre ont été identifiés. La difficulté, c'est qu'il reste maintenant les plus difficiles à traiter. Et c'est sur ça que nous devons travailler. Quant aux réponses que vous demandez, je ne sais pas si nous ne savons pas si les Russes sont sérieux ou pas. Ils disent qu'ils le sont. Voyons si on peut trouver des termes qui peuvent être acceptés par les deux parties. Et parallèlement à cela, tout continue. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à la Russie. Nous avons demandé aux Indiens de ne plus acheter de pétrole russe. L'Europe continue à soutenir l'Ukraine via un programme de financement européen. L'Amérique vend des armes à l'Ukraine. Donc, toutes nos actions en faveur de l'Ukraine continuent. Et nous allons continuer à tester afin de voir s'il y a un terrain commun entre les Russes et les Ukrainiens. Nous avons peut-être progressé, pour l'instant c'est encore un peu lointain, mais pour la première fois, au niveau technique, des responsables militaires des deux parties se sont rencontrés. Ils se rencontreront de nouveau la semaine prochaine. Nous allons continuer à tenter de mettre fin à cette guerre. Je ne crois pas qu'il y ait ici qui que ce soit dans cette salle qui soit opposé à une cessation des hostilités avec une nouvelle situation stable. Parallèlement aux négociations, nous continuons à aider les Ukrainiens et les sanctions sont en place. Je crois que si nous avions davantage de temps, il y aurait beaucoup de questions sur l'Ukraine. J'aimerais ouvrir sur quelque chose d'autre. Dans quelques minutes, nous entendrons la déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères. Lorsque vous étiez au Sénat, vous étiez considéré comme un faucon sur la Chine. Et oui, les Chinois aussi me voyaient comme ça. Dans 2 mois, aura lieu un sommet entre le président Trump et le président Xi, son homologue. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Êtes-vous plutôt optimiste? Peut-il y avoir un accord avec la Chine? Qu'attendez-vous de cette rencontre? Nous sommes les 2 plus grandes économies du monde, 2 grandes puissances. Nous sommes contraints, nous sommes obligés de communiquer avec les Chinois. Et c'est ce que vous faites aussi au niveau bilatéral. Ce serait complètement déraisonnable de ne pas être en lien avec la Chine. Nous sommes 2 grands pays avec des intérêts mondiaux forts. Et nos intérêts nationaux sont souvent en opposition. Et nous devons au monde, c'est notre responsabilité, que de tenter d'éviter les conflits économiques et d'autres natures. Nous devons donc avoir des contacts avec les Chinois. Il y a des domaines où nous pouvons coopérer, là où nos intérêts sont les mêmes, et il y a des opportunités de le faire avec les Chinois. Il faut que nous ayons une relation avec les Chinois. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés ici qui doivent avoir une relation avec la Chine, tout en sachant que nous avons des désaccords, tout en sachant que nous devons défendre nos intérêts nationaux, comme les Chinois le font de la même manière. L'ambition de la diplomatie, c'est de gérer pacifiquement les zones où nos intérêts nationaux s'opposent. Prenez l'exemple du commerce entre la Chine et les Chinois, entre les États-Unis et la Chine, cela a des implications mondiales. Il y aura toujours des irritants dans la relation avec la Chine. C'est vrai non seulement pour la relation sino-américaine, mais également pour l'Occident en général. Je crois qu'il faut tenter de gérer ces différends de la meilleure manière afin que nous évitions, si possible, les frictions. Mais il n'y a pas d'illusion. Il y a des défis fondamentaux dans la relation entre notre pays et la Chine, entre l'Occident et la Chine. Et ces différends vont perdurer aussi loin que l'œil porte. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Nous n'avons plus de temps. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions dans la salle. Quoi qu'il en soit, Monsieur le secrétaire d'État, merci infiniment pour le message de réassurance que vous venez de donner. Je sais que c'est avec soulagement que ce message est accueilli.